Je vous propose que nous commencions. Итак, наверное, начнем. Je vais laisser la parole à Alex Bortolan, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Kazakhstan. Merci. Monsieur Werber va nous rejoindre dans quelques instants. Chers partenaires, chers amis, bonsoir à tous, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir ouvrir aujourd'hui cette rencontre en ligne donc avec Bernard Werber, auteur donc de 19 romans, dont la célèbre trilogie Les Fourmis, mais il écrit quasiment un livre par an, donc voilà une production très importante. C'est sans doute l'un des écrivains français les plus lus au monde, avec plus de 30 millions de livres vendus. Il est représenté par la maison d'édition française Albin Michel et en Russie, l'éditeur Exmo. Et il est considéré comme l'un des romanciers les plus traduits en russe. Bonjour. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Très bien. Ça va? Très bien. Très bien. Voilà. Attendez, je rajoute un petit élément de décor. Mon chat. Alors, je suis avec le Kazakhstan et quel autre pays? L'Ouzbékistan. Kyrgyzstan. Voilà, 3 pays d'Asie centrale. J'étais précisément en train de rappeler votre production incroyable. Vous êtes très lu, évidemment, en russe, vous le savez, et comme ici, le russe est une langue encore fréquemment lue et parlée en Asie centrale, notamment au Kazakhstan, où elle est encore langue officielle, après le kazakh, qui est langue d'État. Donc voilà, nous sommes vraiment très heureux, très honorés de vous accueillir à cette rencontre, à laquelle participent des lecteurs, donc effectivement, de plusieurs pays, dont visiblement quelques fans inconditionnels, puisque une de nos participantes indiquait tout à l'heure dans le chat « J'ai tous ces livres ». Voilà. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté donc notre invitation et d'avoir accepté donc de présenter aujourd'hui votre parcours et échanger avec nos auditeurs. Je tiens également à remercier notre attaché culturel Jérémy Goldbaum, qui n'a pas hésité à venir vous proposer cette rencontre. Voilà, donc je rappelle que cet événement organisé par l'ambassade de France au Kazakhstan s'inscrit dans une offre culturelle en ligne qui compte déjà plus d'une trentaine d'événements organisés en réseau depuis un an. Et donc, je remercie au passage l'ensemble des partenaires impliqués à l'échelle de l'Asie centrale, donc outre l'ambassade de France au Kazakhstan que je représente, les ambassades de France en Ouzbékistan et au Kyrgyzstan, les alliances françaises de Nour-Sultan, d'Almaty, de Chimkent, de Karaganda, de Tachkent et de Bishkek, ainsi que l'Institut français à Paris et la maison d'édition Albin Michel, bien sûr. Voilà, donc je propose à tout le monde de s'installer bien confortablement et de se laisser porter par cet échange avec Bernard Werber. Alors, attendez, bougez pas, je ferme la porte. Là, maintenant, c'est bon. Maintenant, je suis complètement dispo, je suis tout à vous. Alors, Bernard Werber, nous allons échanger aujourd'hui en français. Pendant toute la durée de la rencontre, nous allons être traduits en simultané, donc nous ne nous entendons pas, mais les publics russophones entendent en direct l'ensemble de nos échanges traduits. Donc, Alex Bortolan l'a rappelé, vous êtes un des écrivains les plus prolifiques, les plus traduits et lus, notamment dans les mondes russophones, notamment l'Asie centrale mentionnée précédemment. Votre livre le plus connu qui a vraiment ancré un style Bernard Werber, c'est Les Fourmis, édité en 1991, qui fête cette année ses 30 ans, ce qui est assez extraordinaire. Un roman à la fois scientifique, philosophique, et puis ce style que j'évoquais, qui se caractérise par son humour, la légèreté aussi, et la curiosité, qui, selon moi, est au cœur de votre processus d'écriture. Alors, pour revenir, peut-être une petite anecdote. Donc, effectivement, vous êtes né, vous, à Toulouse en 1961, mais avant même Les Fourmis, vous avez rédigé une première nouvelle à 7 ans, Les aventures d'une puce. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
D'abord, je crois aux vertus de l'école et notamment des professeurs qui prennent des initiatives. Et là, j'étais un élève plutôt moyen et puis il y a un professeur qui m'a dit j'adore votre rédaction sur… En fait, c'était un sujet libre. J'avais choisi d'être dans la peau d'une puce parce que je me suis dit que c'était une vision de l'infiniment petit sur l'homme et qu'on avait tous la même vision des humains qui sont… Vous savez, comme pour les objectifs photo, on est en 50 mm, c'est-à-dire on est cette vision-là, mais on n'a pas la vision macro ni la vision télé. Donc, on voit les choses tout le temps à la même distance. Et bon, j'exprimais pas ça comme ça à 8 ans, hein, mais j'ai imaginé qu'une puce remonte à un corps humain et raconte ce qu'elle voit comme si c'était une montagne. Et ça a plu. Le professeur m'a dit, j'ai énormément ri à votre copie. Alors, ri, on se demande toujours si c'est positif ou négatif, mais là, c'était en positif et il a proposé que tous les enfants se mettent dans la peau d'un animal pour la rédaction suivante. Et donc, j'ai pris ça pour l'encouragement. Il suffit parfois qu'il y ait une personne qui vous dise continue ce que tu fais, ça nous plaît. Et puis, ça peut être la révélation d'une carrière. Je ne savais pas au moment où j'ai commencé à écrire que c'était un métier. Pour moi, c'était une occupation comme il y en a qui font de la voile ou du golf. Je ne savais même pas qu'on pouvait gagner sa vie en faisant ça. Et c'est après avoir publié, moi je voulais juste être publié, je voulais surtout pas, j'ai jamais pensé que je pouvais être diffusé dans le monde entier et avoir plusieurs titres. Je voulais juste être publié et c'est à ma grande surprise, j'ai vu que ça rapportait plus que mon métier précédent qui était journaliste, métier dans lequel je n'étais pas heureux. Et la bascule dans le métier d'écrivain m'a rendu heureux. Et c'est pour ça aussi que dans mes livres, j'essaie de transmettre le message, trouvez votre place. Une fois que vous avez trouvé votre place, tout devient simple. Mais si les choses ne sont pas simples, si vous souffrez ou si vous n'êtes pas épanoui, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas à votre place. Et dans ce cas, il ne faut pas avoir peur de bouger. Donc voilà, j'ai abandonné mon métier de journaliste scientifique au Nouvel Observateur pour devenir écrivain indépendant. Et ça fait 30 ans, comme tu le disais, Jérémy, et ça fait 30 ans que je m'épanouis dans le métier que je trouve le plus génial qui existe, puisque ça consiste à faire rêver les gens en racontant des histoires. Et justement, si on peut revenir un petit peu sur votre jeunesse, Bernard Werber, comment vous étiez? J'ai lu par exemple dans une de vos interviews que vous disiez j'ai choisi mes parents. Et je trouvais ça assez fort comme phrase. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer un petit peu, cette jeunesse de Bernard Werber? Alors, premièrement, il y a un moment où on a tous des reproches à faire à nos parents. Et il y a des gens qui passent 25 ans de leur vie à payer un psychanalyste pour raconter pourquoi leurs parents n'étaient pas les bons parents. Et moi, je trouve que l'attitude globale de se dire, bon, imaginons qu'avant de naître, on nous propose des parents et que nous, on a choisi cela. À partir de là, on arrête de leur en vouloir, on arrête de leur faire un procès, on arrête de les trouver ringards ou on arrête de leur faire des reproches. On se dit, bon, ben, c'est comme un jeu de poker, c'est les cartes avec lesquelles je dois faire la partie. Je peux pas dire quel dommage que je sois pas fils de roi ou que je sois pas fils de milliardaire. Je dois faire la partie avec ça et maintenant c'est mon trajet. Et dès le moment où j'ai eu cette idée, je me suis dit je vais le transmettre dans l'Empire des Anges. C'est arrêter de faire des reproches à vos parents. Posez-vous la question, est-ce que c'est pas vous qui les avez choisis? Mais parfois aussi on choisit des parents un peu difficiles précisément pour avoir envie de les quitter. Ça rentre aussi dans la relation. Se construire finalement en opposition. Exactement. Ou alors on peut choisir des parents qui sont injustes avec vous pour découvrir soi-même le sens de la justice. Donc, quand je dis on a choisi nos parents, ça ne veut pas dire on a choisi des parents formidables. On a peut-être choisi des parents qui vont nous obliger à trouver notre voie autrement. Moi, mes parents, ils ont été formidables parce que ma mère était prof de piano, elle m'a donné le goût à tout ce qui était artistique. Et mon père était très tourné vers les mythologies grecques et tout ce qui est géopolitique. Donc, j'ai eu un système complémentaire de compréhension du monde et j'avais la possibilité, en plus, d'admirer mon père, ce que je souhaite à tout le monde, c'est de me dire, OK, maintenant, je vois ce que c'est qu'un type bien, qui se comporte bien, à moi d'être au moins comme ça. Et j'ai 2 fils et j'essaie moi-même de rendre quelque chose d'aussi fort que ce que j'ai reçu de mon père, à savoir donner une sorte de sens des valeurs et
leur apprendre aussi que l'objectif, c'est d'être heureux. L'objectif, c'est pas de plaire aux profs, c'est pas d'avoir un regard des autres tout le temps positif. L'objectif d'une vie, c'est de s'épanouir comme une plante, aller vers la lumière et, euh, et être, laisser exprimer toutes ses couleurs. Voilà. Et justement, le bonheur pour vous, c'est un remède à tous les maux. Et c'est notamment le bonheur d'écrire qui a été un remède à une maladie qui finalement vous a donné cette force du mouvement et de la création littéraire très tôt. Est-ce que vous souhaitez nous en parler un petit peu? Oui, à partir de 8 ans, j'étais bloqué du dos. Et alors, un des grands problèmes des maladies, on n'en parle pas souvent, c'est que des fois, on ne les identifie pas. Moi, j'ai des amis qui ont des maladies, ils n'arrivent toujours pas à savoir ce que c'est. Et moi, j'ai eu la chance, donc à 8 ans, j'ai eu la chance. J'étais bloqué du dos et j'arrivais pas à me lever. J'étais, comment dire, j'ai besoin d'aller à l'école avec une canne. Et tout le monde pensait que c'était psychologique. Et puis, lorsque j'ai eu 9 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Jean Dossé, qui est toulousain aussi, pur hasard, qui a eu le prix Nobel de médecine pour découvrir le système HLA-B27, qui est une adresse sur le code génétique et qui est associé à une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, qui est en gros un rhumatisme qui bloque progressivement toutes les articulations. Donc, comme vous voyez actuellement, je ne suis pas bloqué. D'ailleurs, je ne suis pas sur une chaise roulante, mais normalement, je devrais être bloqué sur une chaise roulante. Et j'ai commencé à arrêter d'avoir des crises dès le moment où j'étais publié. Donc, je fais du prosélytisme. Je dis peut-être que vous aussi, si vous avez une maladie, essayez de trouver un domaine artistique ou un métier dans lequel vous êtes heureux. Ou en tout cas, débrouillez-vous pour être heureux. Parce que quand on est heureux, on produit des endorphines. Et les endorphines, c'est une hormone qui soigne notamment les problèmes articulaires. Voilà, donc j'allais dire, faut se forcer à être heureux aussi pour des raisons médicales. Et je vous le conseille, enfin tous les gens qui sont là, s'ils m'entendent, je vous conseille d'être attentif à votre joie intérieure. Il y a, dans notre société, on fonctionne souvent avec des systèmes de plainte, c'est-à-dire que les gens, quand ils discutent, il y en a un qui se plaint d'un problème, que ce soit de santé ou de métier ou de famille, et l'autre, après, va parler et va se plaindre de son problème. Et au final, où est la joie là-dedans? La joie, ça serait s'il y en a un qui a la solution au problème de l'autre. S'il lui dit, tiens, toi, tu as ce problème de famille ou de santé ou de travail, ben moi, j'ai la solution. Mais s'il n'y a pas de solution, ça ne sert à rien de constater que les choses ne vont pas. Donc, il faut chercher des idées. En tout cas, moi, la solution, je ne la cherchais pas forcément de ce côté-là, mais l'écriture m'a débloqué, en tout cas, mes crises. Et là, je touche du bois, vous ne voyez pas. Si. Mais là, actuellement, je n'ai plus de crise depuis pratiquement la sortie du livre en 91. Donc, je pense que c'est important d'être attentif à son corps, de se poser la question, qu'est-ce que le corps essaie de me raconter comme histoire? Et là, mon corps me racontait qu'il faut que j'arrête d'être journaliste et il faut que je devienne écrivain. Je l'ai écouté. Maintenant, mon corps a dit, bon, maintenant, si tu m'obéis, enfin, en tout cas, tu as écouté ce conseil, je te lâche le dos. Voilà. Je trouve que c'est beau ce que vous dites parce que c'est très beau, Bernard Werber, ce que vous dites, parce que ça vous rapproche aussi de philosophie de pensée que l'on retrouvera plus tard, justement, dans vos romans, que ce soit de Lao Tzu ou des philosophes stoïciens. Donc, comment est-ce que finalement, ce sur quoi je ne peux pas avoir d'impact ne devrait pas m'affecter et comment, au contraire, ce sur quoi je peux avoir un impact devrait me rendre heureux et être créateur de positivité. Et justement, je rebondis là-dessus pour vous demander qu'est-ce qui a été fondateur, parce qu'on a tendance à vous classer comme un auteur de science-fiction. Je voulais savoir justement votre rapport, vos inspirations en termes de science-fiction ou d'univers fantastique, d'auteurs qui vous ont particulièrement marqué ou inspiré dans votre jeunesse, mais également aujourd'hui. Alors, en dehors de mon papa biologique, j'ai eu 3 papas spirituels. Le premier s'appelle Isaac Asimov avec le cycle de Fondation. Le deuxième s'appelle Frank Herbert avec le cycle de Dune. Et le troisième s'appelle Philippe K. Dick avec toutes ces nouvelles et notamment son livre qui s'appelle Ubik. Donc ces livres, au moment où je les ai lus, ça a été des révélations. Ça a été des chocs. D'abord, je me suis aperçu qu'on pouvait aller très très loin avec le roman. C'est-à-dire que l'objet roman peut provoquer des extases, peut provoquer des effets d'ouverture d'esprit énormes. Donc, peut-être que j'attendais ça, peut-être que j'étais prêt, mais en tout cas, au moment où j'ai lu les pages, ça faisait la combinaison de mots
me provoquaient des états proches de l'ivresse. Et alors, le problème, c'est que c'était tellement fort sur ces trois auteurs que depuis, je n'ai jamais retrouvé quelque chose d'aussi fort. Je ne sais pas si vous avez lu vous-même ou ça vous parle, Fondation Dune. Si. Bah, Dune surtout, qui est, euh, qui est fondateur de la science-fiction, tout comme Tolkien est fondateur de l'univers fantastique. C'est un petit peu des canons, des canons structurants. Ah, je suis passé à côté de Tolkien, je trouvais que c'était très très long. Mhm. Et après, j'ai compris que la longueur était l'effet de style. Mais j'ai lu Tolkien après Dune, et je trouvais que longueur pour longueur, Dune apporte plus de réflexion, notamment sur la spiritualité et la politique, alors que le Tolkien, mais c'est tout un débat, hein. Tolkien, c'est plutôt une réflexion sur la création d'un monde imaginaire. Pour moi, la bague, c'est le problème de l'ego. Mais je crois que le livre, c'est pas juste une distraction. C'est pas juste, comment dire, on fait pas ça pour se détendre seulement. Ça peut réellement être une éducation. Moi, j'ai été éduqué par Dune. Dune correspond à comme des années universitaires. J'ai lu les 5 volumes de Dune. Et ben, c'est comme si j'avais bac+5 en dunerie et bac+5 d'ailleurs en fondation honoris, puisque donc chacun de ces livres m'a appris énormément de choses et a changé mon état de pensée. Mais il faut aussi se laisser influencer par un livre, se dire qu'il y a un livre qui, quand on va le lire, va nous changer. Et à partir de là, ça a été tellement puissant que j'ai écrit des livres avec cette idée. Je veux que mon lecteur, quand il aura lu le livre, comprenne des choses, soit différent de ce qu'il était avant de lire le livre, et que ça lui donne une supériorité sur celui qui ne l'a pas lu. C'est-à-dire qu'il va comprendre quelque chose que les autres n'ont pas compris. Par exemple, les fourmis, mes lecteurs vont comprendre peut-être que ce tas de sable qu'il y a dans le jardin, c'est pas juste un truc pour les écraser ou pour se défouler dessus, c'est une civilisation, et que cette civilisation, elle est plus ancienne que la nôtre. Rien que déjà avoir cette idée-là, c'est quelque chose qui change le centre de gravité. Voilà. Et puis, vous parlez de Lao Tzu. Moi, je me suis énormément intéressé à tout ce qui est Orient, puisque vous êtes quand même en Orient, là, tous. Sinon, vous êtes dans la zone orientale. Et je crois que pour l'homme occidental, ne pas s'intéresser à l'Orient, c'est comme si on développait que la moitié de son cerveau. On aurait que le cerveau gauche, qui est donc le cerveau matérialiste, comment dire, capitaliste normal, selon nos critères, qui serait développé, et pas celui. Pour moi, l'Orient est un peu plus tourné vers chamanisme, enfin, surtout je crois dans les régions où vous vous trouvez, il y a beaucoup encore de cultes primitifs qui sont présents, et enfin, liés notamment à la nature, parce qu'il y a quand même des choses, comment dire, on a perdu avec nos sociétés occidentales certaines évidences, comme par exemple se connecter à la nature ou faire silence dans sa tête. Alors moi, je me rappelais tout à l'heure, je vous parlais de ma copie à l'école quand j'avais 8 ans sur une puce, mais mes cours de philo se sont très très mal passés. D'abord parce que j'attendais énormément. Vous avez une formation de philosophe, Jérémy? J'ai fait un peu de philosophie. Bon, et vous, Alex? En langue, je suis linguiste. Linguiste, d'accord. Et vous êtes arrivé à la diplomatie par des voies parallèles. Comment vous retrouvez là, d'ailleurs? Tiens, c'est moi qui vais vous poser la question. Nous ne sommes que de passage. Ah bon, vous n'allez pas Nous rester ne sommes pas des diplomates de carrière, Jérémy et moi. Ah bon? Mais vous êtes retrouvé là par passion pour ces pays, par envie de découvrir des régions loin de Paris, loin de la culture française aussi? Oui, tout à fait, oui, c'est ça. C'est l'attrait du grand large. Effectivement, l'intérêt pour ces pays, pour la langue, en ce qui me concerne. Et puis, sinon, par le passé, j'étais enseignant. Ah d'accord. Dans quel domaine? Professeur de langue, D'accord. Russe? entre autres. Oui. Et vous, Jérémy? Moi, c'est plutôt le parcours culture qui m'a conduit à me rendre en Asie centrale, donc vraiment d'avoir cette volonté de créer des ponts entre des cultures. Et puis, particulièrement, c'est vrai ce que vous dites, par exemple, par rapport à l'Asie centrale, voire même au Kazakhstan où je me situe actuellement, sur le rapport à la nature. Et j'aimerais revenir justement sur votre travail,
parce que sans vous qualifier d'auteur écologiste, vous ne vous revendiquez pas du tout de ce courant-là, en tout cas. En revanche, il y a des thèmes forts qui sont propres à l'écologie dans votre travail d'écriture. D'une part, qui évoque la fragilité de l'homme. Cette fragilité, elle s'exprime par la mort, qui ouvre beaucoup de vos romans. La mort est souvent très présente, que ce soit la mort par piqûre de guêpe, la mort, entre guillemets, par noyade du marin qui s'endort à la barre finalement, et puis cette mort aussi qui évoque les vies antérieures ou les vies dans l'au-delà, la vie après la mort, mais également une autre thématique propre à l'écologie, c'est la nécessité pour l'homme de vivre en symbiose avec son environnement, et ça, vous réussissez à l'exprimer notamment à travers le regard de l'animal, de l'insecte, de la fourmi lors du cycle des fourmis, qui même du dauphin, qui est assez présent dans votre encyclopédie ou même dans le cycle des dieux, et puis du chat dernièrement dans les cycles des chats. Comment vous situez par rapport à ça, justement, à cette position de l'homme vis-à-vis de son environnement dont vous parliez rapidement un petit peu avant? Alors, je me situe par rapport à un seul mot, c'est harmonie. L'homme, à un moment, a craint les animaux, les fauves, les prédateurs. Donc, nous avons dans notre sang des ancêtres, le souvenir d'ancêtres qui ont couru poursuivis par des lions, qui ont été tués par des meutes de loups, qui ont été tués par des piqûres d'insectes ou qui ont eu la peste transmise par les rats. Et tous ces souvenirs font qu'il y a un moment, c'était eux ou nous, et nous avons fait la guerre aux animaux, et nous l'avons gagnée grâce au feu. À partir de là, normalement, on aurait dû se calmer, mais on ne s'est pas calmé parce qu'on a continué à écraser la nature. Et maintenant, il y a je ne sais combien d'espèces d'animaux sauvages qui disparaissent chaque année. Il y a des espèces entières qui sont en voie de disparition. Et là, maintenant, on est en train d'écraser l'adversaire. On le met dans des systèmes d'élevage pour le poulet, pour le porc, pour les vaches, dans lesquels ils ne voient plus la lumière. Et on leur donne des hormones pour qu'ils grandissent plus vite, pour que ça fasse des steaks plus rapidement. Et on est en train, la bascule est allée trop loin. C'est-à-dire, il y a un moment, on avait peur des animaux et maintenant, on les a trop écrasés. Et le fait de les avoir trop écrasés, normalement, ça pourrait être une victoire de l'humain, ça a entraîné un prix. D'ailleurs, cette crise du Covid a l'air quand même en partie liée à un rapport malsain avec les animaux. Bon, les Chinois disent que c'est le pangolin et la chauve-souris, j'ai des doutes. Mais il semble de toute manière que, si vous avez été en Chine, vous avez vu, ils mangent quand même beaucoup d'animaux sauvages. Il y a certains vivants, moi j'ai vu des gens manger des serpents vivants, j'ai vu des choses comme ça qui ne sont pas, c'est pas une attitude normale de l'homme. On n'a pas à faire souffrir, par exemple, volontairement, ce que j'ai vu aussi avec des chiens qu'on mettait dans l'eau bouillante, on n'a pas à faire souffrir volontairement un animal. On peut prendre, je ne suis pas pour être végétarien, mais on peut prendre la vie d'un animal, mais il faut être conscient qu'on a pris une vie et qu'on intègre cette vie pour prendre de l'énergie. Quelque part, il faudrait, au moment où on mange de la viande, dire merci à l'animal qui a fourni sa viande. Et nous, on est plutôt dans tiens, j'en veux pas, on le jette à la poubelle. C'est-à-dire que l'animal a été tué, il n'est même pas mangé, il est jeté à la poubelle. Il y a un truc autour du gaspillage et de la manière dont on traite les animaux, que ce soit d'ailleurs les animaux de la terre ou les animaux de la mer, qui est malsain et qui va nous retourner d'une manière ou d'une autre dans la gueule, parce que y a un équilibre. Tout à l'heure, on parlait de l'Asie. Moi, ce que j'ai compris de la culture orientale, c'est le principe yin-yang. Il faut un équilibre entre le blanc et le noir. Et dans le blanc, il y a un peu de noir, et dans le noir, il y a un peu de blanc. Et ça c'est comme ça fonctionne. Mais s'il y a un côté qui envahit trop l'autre et qui écrase trop l'autre, il va y avoir une réaction qui va se passer. Donc, c'est pour ça que par rapport à l'écologie que tu évoquais, Jérémy, la réponse est l'harmonie. Et l'harmonie, ça veut dire l'équilibre entre ce que fait l'homme à la nature et ce que la nature fait à l'homme. Mais ça veut dire aussi l'aide que l'homme apporte à la nature et l'aide que la nature aide à l'homme. Parce que la nature nous aide. Par exemple, le sol pleureur nous fournit l'aspirine qui nous permet de lutter contre les piqûres de moustiques. Donc, il y a plein de choses que nous apportent même les animaux. Il y a des crapauds qui ont une manière qui ont un système digestif qui permet de découvrir des nouveaux médicaments contre les ulcères à l'estomac. Donc, les animaux ont des solutions à nos problèmes. Maintenant, si on fait juste que les voir comme de la matière première
qu'on doit rentabiliser pour faire de la viande ou pour faire des fourrures, au bout d'un moment, on va rater un rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est juste, c'est le rendez-vous qu'évoquent les chamans, c'est-à-dire se réconcilier avec la nature. Et Ce si on... déséquilibre, justement, ce déséquilibre, vous l'évoquez dans le dernier cycle, le cycle des chats. D'une certaine façon, c'est presque annonciateur parce que c'était bien avant la crise que nous connaissons actuellement, la crise sanitaire. Et pourtant, vous évoquez à travers cette histoire, donc à travers le regard de chat, des histoires humaines, des histoires aussi politiques avec la représentation d'attentats et la montée du terrorisme, mais aussi justement ce déséquilibre entre l'homme et la nature, puisque les rats prennent une place de plus en plus importante dans les sociétés humaines, notamment dans les villes, du fait de cette élimination des prédateurs, du fait du changement de la vie. Et le rat pourrait devenir finalement la première force politique de demain, euh, ou le chat, finalement. Et donc, il y a cette idée que lorsqu'il y a un déséquilibre entre l'homme et la nature, on fait émerger des problèmes de santé publique, des problèmes sociaux. Et je pense que c'est assez présent, cette dynamique, notamment dans votre dernier cycle, un petit peu annonciateur, d'une certaine manière. Dans le bassin méditerranéen, les villes qui ont des chats libres dans les rues n'ont pas de rats. Et les villes qui empêchent comme Paris, qui empêchent les chats de proliférer librement dans les rues, on des rats. À Paris, il y a un vrai problème de rats. On a à peu près, on estime à 2 rats par habitant, donc vu qu'il y a 5 millions d'habitants, on va dire il y a 10 millions de rats, mais en fait, il y a des zones entières des égouts parisiens dans lesquels il y a des populations de rats énormes et où les égoutiers n'osent plus aller. Donc, ça veut dire que cette chose qui a l'air un peu délirante, que l'homme pourrait avoir des problèmes avec les rats, en fait, non, c'est pas si délirant que ça. On a créé énormément de tunnels du fait des métros et des réseaux d'égouts. Et là-dedans, c'est des endroits où l'homme a perdu tout contrôle, tout simplement parce que les rats aussi évoluent très vite. Et c'est des animaux intelligents. D'ailleurs, les quelques personnes qui ont des rats apprivoisés chez eux, ils en sont contents comme ils sont contents de leur chat. C'est des animaux plutôt sympathiques pris indépendamment. Maintenant, quand vous vivez dans les ordures, dans les égouts et qu'il y a au-dessus, en surface, des réserves de nourriture, il y a un moment, la question que se pose le groupe, c'est comment faire pour prendre toute la nourriture en haut. Donc, pour l'instant, la technique que j'utilise, c'est arriver la nuit pour manger les poubelles, pour essayer de rentrer dans les poubelles qui sont mal fermées. Mais si jamais notre société humaine connaissait un problème, on va dire, le Covid x10, quelque chose comme ça. Une peste noire. Voilà, une peste. À ce moment-là, les rats proliféreraient. Mais c'est ce qui s'est passé déjà quand il y a eu les 2 grandes épidémies de peste en 1300 et en 1600. En 1300, quand même, ce qu'on appelle la peste noire, il y a la moitié de l'Europe qui est morte. C'est-à-dire que la moitié de l'Europe, c'est-à-dire que dans toutes les villes, les rues étaient jonchées de cadavres. Et il y avait énormément de rats, c'était les rats qui transmettaient la peste, et l'homme n'avait aucune parade. Tout à l'heure, je parlais de la guerre de l'homme contre la nature. On va dire que c'est la réponse de la nature, ça a été la peste. Comme peut-être la réponse de la nature, c'est le Covid. C'est-à-dire, vous détruisez toutes les forêts, vous augmentez j'imagine la planète Terre qui nous parlerait, vous détruisez, vous augmentez la température, eh bien, en faisant baisser les zones glaciaires, par exemple, je crois d'ailleurs qu'il y a ce problème en Sibérie, à savoir le problème du charbon, de la maladie du charbon, à savoir toute la neige en fondant et en libérant les zones glacées a révélé des cadavres d'animaux qui ont été des champs de bactéries qui ont transmis la maladie du charbon et qui ont touché tous les troupeaux qui étaient dans le nord. Vous connaissez cette histoire un peu? Oui. Vous avez entendu? Oui. Voilà. Je ne sais pas si on en parle, je pense que... c'est lié à la fonte aussi du permafrost, je pense que c'est des risques qu'on évoque beaucoup. Mais justement, même sur les déséquilibres, l'homme, par les mouvements de population qu'il provoque, a intégré dans certaines régions des espèces qui ne devaient pas y être présentes. Je pense notamment aux insectes, pour revenir justement sur une thématique qui vous est propre, que ce soit les fourmis, par exemple, d'Argentine, que l'on a introduites en France, mais également en certaines guêpes,
Et donc, ça crée des... Et justement, je voulais revenir là-dessus sur un petit peu votre cathédrale à vous. C'est ce cycle des fourmis que beaucoup connaissent, notamment dans les mondes russophones, parce que c'était un livre qui a été publié à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, notamment en russe. Et donc, je voulais voir un petit peu avec vous cette histoire de l'écriture des fourmis. Vous l'avez commencé à 16-17 ans, si je ne me trompe pas. Les fourmis, non, ah si, j'ai commencé à 16 ans. L'envie de faire un roman, c'était à 16 ans. Et j'ai mis 12 ans, et donc j'ai fini à 28 ans. Et j'ai lu que vous aviez 110 versions de votre premier roman, Les Fourmis, dont le livre qui était prêt en 1990, 1500 pages, que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, la maison d'édition Albin Michel a réduite, enfin avec vous, à 350 pages. Oui, ils m'ont proposé des coupes et on a réduit à 350 parce que justement, Dune ne peut pas exister en France. Le marché français n'est pas fait pour les très gros livres. De même que le marché français n'est pas fait pour les nouvelles. J'ai fait 2 recueils de nouvelles. Que ce soit les grandes sagas ou les nouvelles, le format très grand et le format très petit, c'est des choses qui sont plus développées dans d'autres pays que la France. Je sais par exemple, mon livre qui s'est le mieux vendu en Corée du Sud, c'est L'Arbre des possibles, qui est donc mon recueil de nouvelles. Donc, chaque pays a une culture différente du livre. Mais en Russie, ce qui a vraiment lancé ma carrière, c'est l'Empire des Anges. Ouais. L'Empire des Anges a trouvé un très bon éditeur et ça a été bien présenté. Vous savez, il y a une part de chance, il y a une part de l'éditeur. Vous pouvez faire le meilleur livre qui soit. Si vous n'avez pas un bon éditeur, de la chance, au bout d'un moment, ça décolle pas. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai eu cette chance sur le marché russe et sur le marché coréen, typiquement, mais j'ai pas eu cette chance sur le marché américain aussi parce que j'ai pas eu un bon éditeur. J'avais un éditeur qui a joué la partie timidement, donc il a fait un petit tirage et du coup, il n'a pas touché un grand public. Donc, il y a aussi derrière ma réussite quand même des éditeurs et puis un public jeune. On considère souvent que les jeunes ne lisent pas. Et c'est faux, les jeunes lisent, mais il faut leur proposer des histoires qui sont un peu plus marrantes que juste des histoires de problèmes sociaux ou de problèmes conjugaux qui tournent en rond, quoi. C'est pour ça que j'ai aimé Dune et Fondation et on parlait tout à l'heure de Tolkien, c'est parce que c'est des grands espaces. Quand vous avez le Covid, vous êtes enfermé à la maison, vous avez envie de changer de décor. Et le livre apporte cette évasion, mais autant l'utiliser. Si c'est pour raconter l'histoire de gens qui s'engueulent dans l'appartement parce que le plat n'a pas assez de sel, on a déjà ça tous les jours chez soi. Donc autant trouver autre chose. Et pour la petite histoire dans la grande histoire, votre livre a mis 1 an à sortir, notamment à cause d'un contexte, la guerre du Golfe et l'opération Tempête du désert, qui a retardé finalement l'édition de livres en général parce que c'était pas d'actualité, on parlait d'autres choses, les gens attendaient d'autres informations. Et donc, votre livre a dû attendre la veille de la fin de la guerre pour sortir en 1991. Vous vous en souvenez un petit peu de cette période? Oui, je savais que si la guerre continuait, le livre, de toute façon, allait sortir, mais il n'aurait aucune visibilité. Et de toute façon, vous savez, il y a une chose dans le monde de l'édition, quand ce qui se passe dans la réalité est plus que le roman, les gens n'ont pas envie de lire des romans. C'est-à-dire, rien que suivre aux actualités, quand il y a la guerre notamment, c'est un feuilleton à suivre. Donc, c'est comme une sorte de match de foot dans lequel il y a chacun un camp qui gagne en tirant, en détruisant un avion. Donc, on suit ça, ça crée un tel suspense que les gens n'ont plus envie de lire des livres. En tout cas, c'est ce qui s'est passé sur la guerre du Golfe, c'est ce qui s'est passé aussi sur la deuxième guerre du Golfe. Tous les romans sortis durant cette période ne marchaient pas. Et même le Covid, je crois, a changé un tout petit peu les goûts des gens. Et ils ne lisent pas les mêmes livres depuis la crise. Mais la sortie d'un livre, c'est un moment très délicat et ça dépend de l'actualité. S'il y a une actualité forte, on est foutu. On a intérêt à avoir une actualité faible. C'est pour ça que je suis aussi pour la paix dans le monde, c'est pour que les gens puissent lire mes livres. Lire et éditer.
Et justement, est-ce que vous pourriez nous reparler un petit peu pour les publics d'Asie centrale du processus d'écriture qui a accompagné le cycle des fourmis? Qu'est-ce que vous appelez le processus d'écriture? Vous voulez dire comment Comment, j'ai... comment vous êtes intéressé à ces petites bêtes finalement Ah, qui sont plutôt vues comme des nuisibles et à en faire une histoire qui a convaincu au-delà des frontières, qui a convaincu des professeurs de français de dire à leurs élèves, lisez ce livre, remettez-vous à lire. Et ça a marché. Je veux dire, alors, d'abord, vous faites bien de signaler ces profs. Il y a des profs, il y a des libraires, il y a des gens qui tout d'un coup sont aperçus que c'était, vu que ça sortait de l'ordinaire, ça plaisait un peu plus aux jeunes. Donc, je les remercie s'il y en a qui m'entendent. Le processus d'écriture, en fait, moi, quand je fais des masterclass d'écriture, je leur dis, pour écrire un livre, ça prend 30 secondes. Ces 30 secondes, c'est le temps qu'il faut pour trouver l'idée. Dès le moment où je me suis dit, tiens, si je faisais un livre où les héros sont des fourmis et qui soit raconté du point de vue des fourmis, voilà, tout a été trouvé. C'est comme le jour où Jules Verne s'est dit, tiens, si je faisais un livre sur les sous-marins, 30 secondes. C'est pas, ça n'a pas besoin de réfléchir. C'est tout d'un coup, tiens, je lis un article sur les sous-marins, ça existera un jour, je fais un article dessus, je fais un livre dessus. Donc, c'est 30 secondes. Après, ce qu'il faut faire, c'est ne pas ennuyer le lecteur. Or, les lecteurs ont peu de patience, surtout maintenant où c'est la société du zapping. Donc, il faut tout le temps relancer. Et l'art de relancer, c'est l'art du suspense. Et c'est ça qui m'a fallu 12 ans à mettre au point. C'est l'art de tenir en haleine et de faire que les gens ne prévoient pas la scène suivante. Et quand je lis un roman, si je prévois la scène suivante, je me dis, bon, bah, c'est un tocard. Et j'espère que personne ne se dira en lisant mes livres, ah, je sais qui est l'assassin, je sais comment ça va finir. C'est un peu comme un tour de magie. Il ne faut pas que les gens aient vu qu'il y a un lapin caché dans le chapeau. Donc, du coup, on le sort et hop, il y a un lapin dans le chapeau. Mais si jamais depuis le début, tout le monde voit les petites oreilles qui débordent du chapeau, ça veut dire que l'écrivain, il a raté le truc. Eh ben, cet art du magicien, cet art du suspense, c'est ça qui m'a pris 12 ans pour le maîtriser. Mais maintenant, par exemple, le livre du voyage, je l'ai écrit en une journée. J'ai écrit entre 8 heures du matin et 8 heures du soir. C'est-à-dire une fois que vous connaissez la technique, non seulement je peux écrire très vite, donc d'un côté 12 ans, de l'autre côté une journée. J'ai fait les deux records. Mais aussi, je peux écrire dans la joie. Comment dire? Je vois, il y a des écrivains qui souffrent en écrivant. Pour moi, c'est comme pour un cheval de galoper, c'est-à-dire c'est un défoulement. Et seul sur une île déserte, je continuerai d'écrire parce que, même s'il n'y a pas de lecteur, pas de public, parce que c'est vraiment amusant. Et d'ailleurs, je conseille dans ma masterclass, je leur dis, si vous ne savez pas pourquoi vous écrivez, ben, essayez de vous poser la question, est-ce que ça va pas m'amuser énormément comme une activité ludique? Créer des marionnettes, en fait, ça consiste à faire un décor, mettre des marionnettes et se débrouiller pour que les marionnettes se parlent. Mais tous les petits-enfants font ça avec leurs poupées, les petites filles font ça après, avec c'est leurs aussi poupées. quelque chose de spécifique chez vous, Bernard Werber, parce que vous avez cette approche curieuse euh, où un sujet va vous intéresser, par exemple les fourmis ou le sommeil, et vous allez vouloir décortiquer ça, mais comme un néophyte finalement. Et donc, vous allez transmettre cette passion qui est une passion nouvelle. Et c'est quelque chose aussi qui est spécifique chez vous parce qu'il peut y avoir des écrivains qui veulent construire une histoire voilà, sur des choses, mais pas forcément sur quelque chose du quotidien qui va attirer leur attention. Ça, c'est aussi quelque chose qui vous est propre quand même. Parce que j'étais journaliste scientifique, donc j'appelle ça la vulgarisation scientifique. Et je sais qu'il faut être très simple et très clair pour que les gens comprennent. Il ne faut pas snober le lecteur en lui disant, tiens, Mhm. regarde, je sais plein de trucs que tu ne connais pas. Il faut lui dire, voilà, tu t'es peut-être jamais posé la question, comment fonctionnait ton sommeil? Ah ben, je vais t'expliquer, c'est des cycles de 1 heure et demie. Et l'une des manières de bien dormir consiste à trouver le moment où démarrent ces cycles. Et ensuite, tu peux arriver à faire du rêve lucide, c'est-à-dire tu décides avant de te coucher que tu vas prendre conscience que tu rêves dans ton rêve. Est-ce que l'un de vous deux a déjà réussi les rêves lucides? Alors moi, oui, j'ai déjà essayé de continuer une histoire enfin un rêve que j'avais déjà fait la veille, et le lendemain, ou alors je me réveille dans la nuit, je veux poursuivre cette histoire et je me le force et ça peut fonctionner. En revanche, le contrôle total du rêve, je n'y suis jamais arrivé. Je ne sais pas si c'est votre cas, Bernard Werber, mais Arrivé 2 fois.
Mhm. 2 fois au moins 30 ans. Mais c'est génial. C'est comme si on devenait le réalisateur du rêve. Et vous, Alex? Ou toi, Ah, Alex, j'ai essayé, mais non, très difficile. mais il suffit d'en avoir envie. De toute façon, la plupart que ce soit l'hypnose dans les vies antérieures ou toutes les expériences de méditation, tout ça, il faut juste en avoir envie. Mais si on n'a pas envie, faut pas le faire. Il faut y trouver un intérêt. Voilà. Et justement, vous évoquiez les vies antérieures. Sur le thème de la mort, c'est aussi quelque chose qui est assez présent chez vous et qui questionne d'autres thèmes. Donc, justement, les vies antérieures et la vie après la mort. Comment vous êtes intéressé à ce sujet et voilà, comment Alors, cela vous a passionné? ça fait plusieurs vies que je m'y intéresse. Je me suis intéressé parce que quand j'étais journaliste scientifique, j'avais fait un article sur l'hypnose. Et après, il y a des amis qui m'ont dit, ben, tiens, vu que tu t'intéresses à l'hypnose, il y a quelqu'un qui fait de l'hypnose régressive, qui est des visites de vie antérieure. Et vu que je suis un type curieux, comme tu disais, Jérémy, donc je me suis dit, ben, allons voir. Et j'ai trouvé ça comme aller au cinéma. C'est-à-dire, je me suis retrouvé, comme si j'allais sur YouTube, je déclenche un film, et c'était rempli de détails. Et j'ai dit, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ce que je vois, c'est que je me suis vraiment bien amusé. À partir de là, j'ai eu qu'une envie, c'est de proposer aux autres. Donc, de temps en temps, quand je sentais que les gens étaient ouverts à ce genre d'idées, je leur dis, bah, si vous voulez, fermez les yeux, puis voilà, visualisez un couloir avec des portes, et puis vous allez ouvrir la porte de votre vie que vous avez envie d'aller visiter, et puis on va parler, vous allez me raconter si vous voyez quelque chose. Et il y a beaucoup de gens qui voient rien, et puis il y a beaucoup de gens qui voient quelque chose. Alors, en général, quand je fais le spectacle, il y a 80% des gens qui voient quelque chose, précisément parce que déjà, ils sont venus et ils s'attendent à faire D'un coup. l'expérience. Hmm. Voilà. Mais maintenant, si je pense que je prends des gens dans la rue et que je leur propose faisant l'expérience, ça marchera sur moins de 50%, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui se disent c'est pas normal, il n'y a pas d'explication, c'est pas scientifique. Dès le moment où on doute, ça marche plus. C'est un peu comme le vélo. Euh, Dès le moment où vous dites attends, c'est pas normal, c'était une sur 2 roues, vous vous cassez la gueule. Mais si vous dites ah mais il y a peut-être un truc quand je pédale quand même ça tient, bah voilà, vous continuez à pédaler. Il y a en fait pour toutes ces choses-là qui sont autour de l'hypnose, en tout cas, il suffit d'en avoir envie et ça marche. Et si ça marche pas, c'est parce qu'on n'a pas envie. Quant à la réincarnation, ça, en tant que romancier, je trouve que c'est une idée superbe parce qu'elle sous-entend qu'il y avait quelque chose avant nous et qu'il va y avoir quelque chose après. Imaginons qu'il n'y ait pas la réincarnation. Ça veut dire que toi, Jérémy, et toi, Alex, et moi, Bernard, on est nés et une fois que ça va être fini, ben, on va se retrouver en tas de viande dans une boîte ou cuit dans un incinérateur. Et puis après, ça sera les photos de gens qui nous aiment bien dans le salon et puis des petits souvenirs. Et puis au bout d'un moment, génération par génération, on nous aura oublié. Et puis voilà, c'est fini. À la limite, ça sera peut-être cet enregistrement qui restera de nos existences. Mais l'hypothèse qu'il n'y ait pas de réincarnation veut dire qu'en gros, ben, si on ne réussit pas cette vie, ben, il n'y en a pas d'autre. Et puis, on n'a qu'à s'appliquer un peu plus, être un peu plus intelligent, un peu plus attentif. Je trouve que c'est un peu déprimant. Par contre, si vous dites, OK, j'ai fait des conneries dans cette vie-là, mais c'est pas grave, je vais me récupérer dans la suivante, ça ouvre des voies. D'abord, ça autorise à se planter, donc ce qui est plus agréable. Moi, j'aime bien cette idée, juste cette hypothèse, que la vie, c'est comme le bac. Si vous le ratez, ben, vous avez le droit de repasser. Et une fois que vous l'avez passé, ben, vous allez à l'année suivante. Et après, vous allez en université. Et puis, voilà, vous n'arrêtez pas d'apprendre. Donc, ça, j'avais développé ça dans l'État Atonote et dans l'Empire des Anges. Et je pense, vu le succès des 2 livres, ça a dû apporter quelque chose pour les gens, ne serait-ce qu'avoir moins peur de la mort. Tout à l'heure, Jérémy, tu parlais de la mort. Pour moi, la mort, c'est pas un sujet morbide, triste, qui fait peur. Exactement. Hmm. La mort, c'est un passage vers autre chose. Alors, est-ce que c'est un passage vers une autre vie? Est-ce que c'est un passage vers une autre dimension? Ou est-ce que c'est un passage juste vers une boîte noire dans laquelle on se retrouve enfermé et puis on n'arrive pas à sortir? Ça, on le verra que quand on y sera. Mais en tout cas, se poser la question sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, ça me semble nécessaire pour l'homme. Parce que si on ne se la pose pas, imaginons qu'on ne se pose pas la question, ça veut dire qu'on va vers l'inconnu.
Et au moment où, par exemple, je ne sais pas si on a une maladie qui nous condamne, ben on arrive, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, au moins, avec l'état internaute, je dis, ben, ça se peut qu'il se passe ça, c'est-à-dire que vous ayez un couloir avec une lumière au bout, que on fasse un bilan de votre vie, qu'on vous propose de faire une autre vie dans laquelle vous allez choisir vos parents et vous allez choisir vos talents. Au moins, c'est une ouverture, voilà. Sinon, si on dit, ben écoutez, on ne sait pas, mais ça se peut qu'il n'y ait rien, bon, pas rigolo. Justement, si vous deviez choisir, Bernard Werber, on a une question d'un participant, d'une participante. Si vous devez choisir une des vies d'un personnage de votre roman, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Ah, ah. Je les repasse un peu tous en revue, là. Euh, Il y a beaucoup de personnages qui me ressemblent, donc je ne vais pas choisir un qui me ressemble parce que c'est. Je pense notamment à Edmond Wells et puis je pense au personnage dans Depuis l'au-delà. Moi, j'aime bien le personnage qu'il y a dans La boîte de Pandore, sur lequel je travaille actuellement d'ailleurs, enfin j'écris une suite, qui est le professeur d'histoire. Je suis fasciné par l'histoire. Je pense que vous, Jérémy, et vous, Alex, vous êtes aussi des gens qui, si vous vous retrouvez dans un pays comme le Kazakhstan, vous êtes intéressé à l'histoire du Kazakhstan, vous êtes intéressé aux invasions mongoles, à tout ce qui s'est passé. Et quand on étudie l'histoire, tout d'un coup, on comprend des choses. Déjà, on comprend l'actualité. On comprend aussi les mouvements des peuples, surtout dans la région où vous vous trouvez, il y a quand même eu beaucoup d'allers-retours. Il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de cultures qui se sont rencontrées, il y a eu beaucoup de civilisations très raffinées. Et moi, je suis curieux de cette planète, je suis curieux de ce monde, et connaître l'histoire, je crois que c'est déterminant. Donc, mon héros qui s'appelle René Toledano me semble un personnage qui, en tout cas, a cette curiosité de l'histoire qui sera inassouvissable. C'est cible ou sable, d'ailleurs, pur hasard. Je pense sable, mais Il y a des mots comme ça dans la langue française. mais je ne l'utiliserai pas pour ne pas, car je ne serais pas sûr. Mais Ouais. je vais revenir sur certains. J'ai quelques questions qui m'arrivent en messagerie privée, aussi sur cette spécificité du changement de prisme et du prisme de l'animal. Euh, comment vous êtes arrivé à cette envie de le faire, de changer ce regard sur l'homme et de ne pas avoir voilà, cette vision, en effet, miroir de nous-mêmes sur nous-mêmes, mais d'avoir un être complètement différent, insecte, animal. Déjà, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que les gens disaient les mêmes choses, souvent les mêmes choses que ce qu'ils entendent à la télévision ou dans les journaux, et ils pensent toujours pareil. Si on regarde bien, puisque vous vous intéressez à la philosophie, quand même, à l'époque entre Pythagore, Aristote, Socrate, Platon, toutes les grandes idées ont été présentées. Et depuis, on n'a pas quand même trouvé grand-chose de nouveau. Même la démocratie, on n'est pas arrivé vraiment à l'appliquer. Donc, je me suis dit, on tourne en rond. Et pour comprendre un système, c'est la loi de Gödel, il faut s'en extraire. Donc, pour comprendre le système humain, il faut sortir du système humain. Et moi, j'ai eu un chat qui me regardait tout le temps. Je me suis dit, il est en train de comprendre des trucs, peut-être que je ne comprends pas. En tout cas, il est en train d'essayer de réfléchir sur ce que je fais, sur la manière dont j'agis et à quoi il peut penser. Et c'est le grand domaine, le grand avantage du roman, c'est que je n'ai pas à prouver que c'est vrai. Je n'ai pas à prouver que les chats ou les fourmis pensent comme ça. C'est une proposition. De même, je n'ai pas à prouver qu'après la mort, il y a un couloir, un tunnel de lumière et une réincarnation. Je n'ai pas à prouver qu'il y a des anges gardiens. Je n'ai pas à prouver qu'il y a des esprits qui circulent. Et du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est vous faire poser des questions nouvelles. Et une de ces questions, c'est que pense mon chat de moi? Ou que pense mon ange gardien de moi? Ou est-ce que je ne pourrais pas aborder ce problème avec un angle non plus humain, mais un angle animal ou un angle d'une vision de Dieu? Par exemple, se poser la question que pense Dieu et pourquoi Dieu fait ça, c'est déjà commencer à réfléchir avec une sorte de distance qui permet de trouver des solutions. Moi, je joue à un jeu, là, on le voit sur l'écran, là.
c'est Civilisation. Est-ce que vous connaissez? Un très bon jeu. C'est un jeu qui consiste à être dieu d'un peuple sur un jeu virtuel. Et quand j'ai joué à Civilisation, il y a un moment, j'y jouais beaucoup, c'était une drogue. Je me suis aperçu que le système qui marche mieux, c'est le système chinois. Je suis désolé de le dire, puisque vous les avez pas loin, à savoir un faux capitalisme assorti, c'est les avantages du communisme plus les avantages du capitalisme. Le communisme permet de ne pas avoir d'opposition et de ne pas avoir d'écologistes et en plus de ne pas avoir de presse libre et en plus de ne pas respecter les… Enfin, dans le jeu Civilisation, hein, Oui. après, on tire pas au-delà, mais et de ne pas respecter les traités internationaux. Ce qui est dans Civilisation, hein, ce qui est quand même au final très pratique pour gouverner un pays. Et le capitalisme permet de motiver les gens pour qu'ils puissent avoir des fortunes personnelles. Donc, ils vont se creuser la tête pour fabriquer des nouvelles machines et tout. Et moi, j'avais fait une civilisation qui était une civilisation maya, mais qui fonctionnait de type communiste capitaliste à la chinoise. Et j'avais obtenu d'excellents résultats. Donc, à partir de là, j'avais commencé à réfléchir. Je me suis dit, bah, tiens, ce que je vois aux actualités, quelque part, l'hégémonie chinoise montante, c'est exactement ce que j'avais testé dans le jeu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'opposition dans un pays, bah, le pays, évidemment, peut faire des plans qui fonctionnent. C'est pas moral, mais en tout cas, ça obéit à une logique qui peut tenter certains dirigeants. J'ai testé plein de choses. Hein. J'ai testé la démocratie, j'ai testé l'anarchie, j'ai testé des systèmes participatifs. C'est comme si c'était un petit laboratoire. Enfin, la manière dont je joue à Civilisation, c'est une sorte de petit laboratoire où on peut comprendre un peu mieux l'histoire. Par exemple, faire le choix plutôt agriculture ou plutôt industrie, faire le choix plutôt science ou plutôt militaire, toutes ces choses-là, on peut le tester et voir tout de suite les résultats. Plutôt que d'expliquer à quelqu'un ça c'est bien, ça c'est pas bien, le mieux c'est essayez vous-même et vous allez voir ce que ça donne comme résultat. Il y a quelque chose de toute façon de très lié entre les jeux Civilisation ou Age of Empire, Age of Mythology et le cycle des dieux. Moi, par exemple, je jouais à ces jeux-là en lisant vos livres. Donc, il y a quelque chose où on comprend cet univers, ce rapport aussi aux animaux totems, à la construction d'un peuple, à cette espèce de divinité qui crée un peu au loin, qui elle-même pense qu'il y a quelque chose au-dessus d'elle, mais qui a du mal à la trouver, à rentrer en interaction avec elle et qui doit gérer, entre guillemets, son petit monde, finalement. Donc, il y a quelque chose de très similaire. Ce qui est fabuleux quand on joue, par exemple, c'est l'apparition des religions. A priori, les religions, ça ne sert à rien. Eh ben, si, c'est-à-dire ça ne produit pas d'agriculture, ça ne produit pas de soldats spécialement, ça ne génère pas de valeur ajoutée réelle. Mais l'imaginaire va donner à quelque chose qui est juste une notion abstraite, tout d'un coup, une influence énorme. Et ça, on le voit aussi dans le jeu. Bon, au début, je m'en foutais des religions. Et puis après, je me suis aperçu que c'est une manière de manipuler les gens et d'obtenir des soldats qui sont encore plus déterminés quand ils envahissent un pays. Vous savez, à un moment, dans toutes les guerres, je crois que durant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient, en France, et Dieu est avec nous, et les Allemands avaient Gott mit uns. Donc, ça veut dire que tous les gens qui combattaient avaient besoin de ça, de se dire que Dieu était de leur côté et qu'en face, c'était le diable. Donc, toutes ces choses-là abstraites, je les ai comprises, entre autres, en les pratiquant dans le jeu. Et c'est pour ça que dans Nous les dieux, je voulais vous dire, imaginons qu'il y ait plusieurs dieux de peuple qui font leur partie, et nous, on n'est que des pions dans ce gigantesque échiquier. Et là, on est en train de dire, de trouver des tas de raisonnements, de géopolitique. En fait, c'est juste des enfants qui s'amusent, et ils n'ont rien à foutre de nous. C'est des pièces qui déplacent et pour voir lequel est le plus intelligent, lequel va gagner. Je suis un grand joueur d'échecs aussi, et je crois qu'au Kazakhstan, vous avez une grande tradition de jeux d'échecs. Et le jeu d'échecs, c'est aussi l'un des grands apports de mon papa. Et c'est-à-dire, c'est comprendre qu'en fait, c'est pas tout d'un coup un camp qui défonce notre camp, c'est des stratégies complexes qui s'établissent coup par coup. Et il y a un moment, il y en a un qui prend l'avantage, mais ça peut se jouer sur un pion, sur très très peu de choses. Et je joue aussi au Go, au jeu de Go. Je ne sais pas si vous pratiquez, vous connaissez. Et c'est vraiment
le jeu occidental, les échecs, et le Go, c'est le jeu oriental, dans mon esprit. Et dans le jeu occidental, c'est les blancs contre les noirs. Et un camp essaie de défoncer l'autre. Dans le jeu oriental, c'est aussi les blancs contre les noirs, mais c'est un principe d'étouffement. C'est-à-dire, on encercle, on pose des petits cailloux, 365 cailloux un peu partout, et puis tout d'un coup, celui qui croyait étouffer l'autre, en fait, est lui-même étouffé. C'est comme deux serpents qui essaient de se manger, et c'est beaucoup plus pervers et subtil. Mais la notion de mouvement même est complètement différente. Dans un cas, il faut toujours avancer, sauf Voilà. quelques pièces. Dans l'autre, le mouvement enfin oui, le mouvement est complètement différent. Comme vous disiez, plus comme un serpent qui crée son propre tracé. Et maintenant, je vous avouerai de manière étonnante, le jeu d'échecs m'apporte du plaisir, alors que le jeu de Go m'apporte une sensation progressive de je vais me faire avoir, il faut vraiment que je fasse attention. Donc, je suis dans l'inquiétude. Aux échecs, que je gagne ou que je perde, j'essaie de faire des coups spectaculaires, un peu comme dans le roman, quoi. J'essaie de faire des trucs surprenants. Mais je peux pas faire des trucs surprenants au jeu de Go. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai essayé de tomber le jeu de Go. Mais je pense que ça doit demander d'autres zones du cerveau qui sont activées. Je vais me permettre une petite blague, Bernard Werber, mais finalement, à travers tous ces thèmes que vous évoquez, la mort, le monde animal, le monde naturel, le sommeil, tous ces terrains d'exploration pour vous qui sont à la base de votre curiosité que j'évoquais précédemment, est-ce que votre ultime secret, ce ne serait pas la quête du savoir relatif et absolu, pour citer 2 titres de vos romans? Donc, c'est-à-dire cette volonté d'aller chercher au-delà des limites de la raison telle qu'elle nous est expliquée dans les sciences humaines de façon très cadrée, et de proposer des réflexions en dehors de tout cadre, de poser des hypothèses sur la sexualité des chats, sur la façon, sur les hymnes des fourmis, finalement de poser le postulat de on ne sait pas, et donc je vais me permettre de construire des choses complètement nouvelles. Je ne cherche pas à vous convaincre, c'est pas une philosophie en soi. Prenez-le, nourrissez-vous-en pour vous ouvrir l'esprit. Finalement, soyez libre de vous en saisir comme vous le souhaitez. Et comme vous le disiez précédemment, vous ferez partie peut-être des personnes plus ouvertes d'esprit, ou au contraire, si vous ne me lisez pas, vous allez manquer quelque chose. Il n'y a pas cette… Merci, ça me touche. En tout cas, j'espère donner envie aux gens d'être curieux. Je crois que c'est la plus grande qualité. C'est le moment où on se dit ce monde est merveilleux, il y a plein de choses à apprendre. Dès le moment où vous avez l'impression que vous avez tout compris, que vous savez tout, que vous êtes rempli de certitudes et que vous savez qui est Dieu, ce qui va arriver après la mort et qu'est-ce qu'il y a sur les autres planètes et s'il y a des extraterrestres, que d'un sens ou dans l'autre, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, dès le moment où vous avez un sentiment d'avoir compris quelque chose, ben, une porte se ferme. Et qui dit une porte se ferme, ça veut dire que vous renoncez à chercher, donc vous renoncez à être curieux, vous renoncez à être émerveillé. Mais tant que vous avez gardé votre capacité d'émerveillement d'enfant, vous êtes jeune. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des jeunes cons et des vieux cons. C'est pas une question d'âge, c'est une question de curiosité. Et j'espère juste donner à mes lecteurs des nouveaux domaines d'exploration, des nouvelles questions. Moi, Philippe Cadic, par exemple, parce qu'on parlait de mes maîtres, m'a fait poser cette question: de quoi suis-je sûr? Je ne suis sûr de rien, au point où, en lisant Philippe Cadic, d'ailleurs, je trouvais que Matrix était vraiment dans l'esprit de Philippe Cadic, il y a cette idée, et si tout ce qui se passe autour de moi n'était qu'une illusion, et si tout ce que je vois, c'était une sorte de grand jeu vidéo dans lequel je suis le seul être humain. Vous savez, il y avait aussi ce film, je ne me rappelle plus du titre, qui s'aperçoit que tout n'est qu'un décor. Inception? Non, avec Jim Carrey. The Truman Show. The Truman Show. Voilà. The Truman Show, c'est un film génial parce qu'il pose cette question. Attendez, depuis le début, là, tous ces gens-là qui sont passés pour vos parents, ces gens qui vous disent que le monde est comme ça, si c'était juste des acteurs, si c'était juste des gens si c'était juste des gens qui font semblant pour voir comment vous réagissez, que c'est un grand laboratoire. Et moi, cette question, j'ai commencé à me la poser donc, quand j'avais lu Philippe Cadic, donc ça doit être en 75, et je me suis dit, waouh, stop, de quoi suis-je sûr?
Et là, j'ai commencé à essayer de trouver des états modifiés de la conscience, notamment par la méditation, pour voir est-ce que je peux pas utiliser avec mon cerveau un moyen de trouver, de passer de l'autre côté du miroir et de voir ça. Mais je ne suis toujours pas convaincu que je suis pas dans une sorte de gigantesque illusion. Peut-être que, et toi, Jérémy, et toi, Alex, vous êtes des gens qui lisaient un texte qui a été prévu, faites semblant de discuter avec moi, qu'en fait, il y a personne. Des systèmes d'intelligence artificielle qui donnaient l'illusion que vous êtes vivant. Moi, je crois que je parle avec les gens du Kazakhstan, mais en fait, rien du tout. Je parle juste avec mon téléphone dans lequel on a introduit des et des gens font semblant d'apparaître, puisque je vois des noms qui apparaissent. Et tout ça n'est qu'une illusion. Et j'y crois parce que je suis naïf. Voilà, en tout cas, dès le moment où on se pose cette question, on remet tout en question et ça devient moins grave. C'est-à-dire vos problèmes de santé, vos problèmes de famille, tout d'un coup, vous dites, mais de toute façon, peut-être tout ça est artificiel, c'est rien du tout. Mais il faut vraiment se la poser bien. Il ne faut pas se dire, je suis en train de me poser la question comme une forme de snobisme. Il faut vraiment se dire, bon sang, qu'est-ce qui me prouve de quoi que ce soit? De quoi suis-je certain? C'est remettre Voilà. tout en cause pour Ouais, reconstruire derrière sa pensée. J'ai sans une avoir question, peur. j'ai une question d'une participante, Zara. Sur votre processus d'écriture, comment vous vous imposez un rythme d'écriture? Vous parliez tout à l'heure, enfin, d'une journée entière parfois consacrée à l'écriture d'un roman, ou Ouais. bien d'un rythme plus régulier. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous vous imposez un rythme? Comment vient l'envie d'écrire? Alors, j'avais lu une interview de Frédéric Dard, qui fait la série San Antonio, que je considère comme très grand écrivain, qui disait, pour être écrivain, c'est 4h30 tous les matins. Donc, à partir de là, je l'ai pris au mot et puis j'ai fait 8h, midi et demi tous les matins. Alors, je crois que écrire, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas tout d'un coup, on a une fulgurance et on fait un chef-d'œuvre. C'est tous les jours, comme un sportif, tous les jours, on travaille ses muscles et l'imagination, c'est un muscle comme les autres. Ou comme un pianiste, tous les jours, on fait ses gammes. Et si un jour, j'écris pas, ce qui m'est jamais arrivé, j'ai peur que après j'ai du mal à redémarrer. Depuis l'âge de 16 ans, il n'y a pas une journée où j'ai pas écrit. Et si ça arrivait, je serais hyper angoissé parce que c'est devenu, je vais presque dire comme faire pipi. C'est un besoin naturel permanent. Je peux pas passer une journée sans faire pipi, ben je peux pas passer une journée sans écrire. Et une fois que c'est installé, il n'y a plus d'effort. Je pense que beaucoup de grands artistes dans beaucoup de domaines, quand on trouve cet état de régularité, il n'y a que du plaisir, il n'y a plus la notion de travail. Des fois, des gens, quand en vacances, ils me voient travailler sur l'ordinateur parce que j'aime bien me mettre près de la piscine pour travailler. J'aime bien voir de l'eau, en général, quand je travaille. Là, c'est pas possible parce que là, il y a le Covid. Enfin, je bouge pas. Mais ils me disent, ah, pourquoi vous travaillez? On est en vacances. Je dis, mais moi, j'ai des plus grandes vacances en vivant avec mes personnages que vous en bronzant à côté de moi. Et les gens ne peuvent pas comprendre ça parce qu'il y a cette idée qu'on travaille, puis après, on va gagner de l'argent pour aller en vacances. Mais les vacances, c'est fait pour les gens qui s'amusent pas dans leur travail. Si vous amusez vraiment dans votre travail, vous faites des heures supplémentaires sans même le citer et sans dire attendez, regardez, je fais des heures supplémentaires. Euh, mais pour ça, il faut trouver un métier qui nous passionne. Je vous souhaite à Jérémy et Alex de trouver ce plaisir dans votre métier. Mais là, déjà, si vous avez organisé cette rencontre, ça veut dire que vous prenez des initiatives. Et si vous prenez des initiatives, ça veut dire que vous ne faites pas juste ronronner dans votre métier, vous essayez de lancer des trucs nouveaux et tout. Et c'est ça qui fait que votre métier est marrant. Et c'est ça qui fait que vous allez découvrir des voies nouvelles. Il faut prendre des initiatives. Je crois que l'un des grands malheurs, c'est qu'on est résigné et on se dit, de toute façon, que je fasse quelque chose, que je fasse rien, ça va rien changer. Donc, autant rien faire. Comme ça, c'est pas fatigant. Et là, ça veut dire que on n'est pas au bon endroit. Ou alors qu'on n'est pas avec les bonnes personnes. Et là, alors, on ne vit que dans l'attente des vacances. Mais c'est dommage. Essayez de trouver un métier dans lequel vous n'avez pas envie de faire des vacances. Et là, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Il y en a, hein. Il y a beaucoup de passionnants. On a quelques questions justement qui concernent également la transmission par rapport à vos enfants. Est-ce que vous avez transmis ce don d'écrire à vos proches? Il y a mon fils aîné qui a 26 ans, qui a sorti son premier livre qui s'appelle Là où les esprits ne dorment jamais, qui est sorti en France en même temps que La planète des chats. Et objectivement,
je dis ça, c'est un bon bouquin, c'est-à-dire il sait faire du suspense. Il a une formation de scénariste et je lui ai transmis ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas à tous les coups faire des best-sellers. Donc, il n'a pas fait un best-seller, il a fait un petit tirage correct, mais sans plus, pour un très bon livre, parce qu'il y a aussi une part de chance. Donc, il a sorti en plein Covid, il n'a pas eu de promo. Je pense qu'il y a aussi des gens qui se sont dit, au Verbert, ça suffit, on ne va pas en plus questionner un deuxième. Et ça, il y a une part de jalousie aussi dans ce métier. Mais en tout cas, mon fils, tout d'un coup, a compris l'intérêt de ce métier. Et maintenant, pour lui aussi, c'est une passion. Et du coup, nous avons des grandes discussions sur notamment la construction des structures narratives, sur le suspense. Et je lui fais lire mes manuscrits. Et en général, il est très dur. Il me dit toujours, c'est trop long, il faut que tu coupes, ça démarre pas assez vite. Voilà. Ce que je n'ose pas lui dire. Mais il a une critique, il a vraiment la dent dure et ça fait partie du jeu. Donc j'ai trouvé mon bourreau personnel, qui est mon propre fils, il s'appelle Jonathan Verber. On peut trouver ses livres, je pense, sur Amazon. Et ils vont être traduits dans quelques pays. Je ne sais pas si ça va être traduit en russe. On a une dernière question de Dana. Quelle philosophie ou dogme a servi de base pour le cycle de vos romans autour des anges? Alors d'abord, la rencontre avec une médium qui s'appelle Monique Parambacan, qui m'a dit je vais vous mettre en contact avec votre ange gardien pour que vous parliez directement. Et il y a un dialogue génial qui m'a énormément amusé. Je riais parce que c'était tout surprenant, tout nouveau. Et donc, je me suis retrouvé avec, selon elle, mon ange Barnabé. D'ailleurs, s'il m'entend, je lui fais un petit coucou. Et d'abord, elle m'a dit quelle question vous avez envie de lui poser. Et j'ai dit j'aimerais savoir pourquoi il ne se met pas encore au travail. Et il m'a dit, mais il n'arrête pas. Et j'ai pris conscience qu'il y avait plein de choses super chouettes qui m'étaient arrivées, dont j'étais pas dans la gratitude parce que je trouvais ça normal. Et cet instant de gratitude, tout d'un coup, avec peut-être quelque chose là-haut qui me donne un coup de main, ça a été un grand moment de joie. Et à partir de là, cette Monique Parambacan, elle m'a donné d'autres informations sur l'au-delà que j'ai pris en note et qui m'ont servi à faire notamment l'Empire des Anges. Et j'aime bien cette idée quand même qu'il y a autre chose là-haut et qui nous regarde, qui nous surveille, qui nous donne des coups de main, qu'il y a peut-être des entités positives dont il faut remercier. Moi, chaque fois qu'il m'arrive un truc bien, je dis merci en regardant vers le haut. Ça veut dire merci à l'équipe, le staff dans l'invisible, quel qu'il soit. Je ne sais pas s'il y en a un ou il y en a plusieurs. Mais je trouve que c'est sain d'être dans ce remerciement. Mais honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose là-haut qui nous aide. Mais alors, quelque chose là-haut, c'est peut-être un joueur de civilisation avec lequel on communique. C'est peut-être Dieu, c'est peut-être un ange gardien, c'est peut-être plusieurs anges gardiens, c'est peut-être des extraterrestres, c'est peut-être quelque chose qui n'est même pas compréhensible. Mais j'aime bien cette idée qu'il y a quelque chose en dehors du système. Pour reprendre l'idée de Gödel, pour comprendre un système, il faut s'en extraire. Eh bien, imaginons que même en dehors de la planète, il y a autre chose qui n'est peut-être pas des extraterrestres verts avec des antennes, mais qui est peut-être juste des esprits immatériels, et qu'ils ont un projet. Seulement, on souffre parce qu'on ne connaît pas ce projet. Donc, nous, on a nos projets à nous, mais on ne se rend pas compte qu'il y a peut-être un projet qui pourrait être encore plus ambitieux. Voilà. Et je crois que l'un des problèmes, tout à l'heure je parlais de la curiosité, c'est le manque d'ambition. Beaucoup de gens se contentent d'une vie confortable et ils n'ont pas de grands projets. Moi, j'ai une ambition, je vais vous la dire, c'est celle du papillon des étoiles. Et le papillon des étoiles, c'est réunir une sorte d'arche de Noé dans laquelle on met 144 000 personnes, une arche de Noé de 32 km de long avec un système de propulsion photonique avec des voiles qui utilisent la lumière des étoiles, la lumière du soleil pour se propulser, et aller coloniser une autre planète et là redémarrer à zéro. Ça, c'est le projet de ma vie. Et je n'y arriverai pas. Mais au moins, la ligne est Posée. Au moins, ce ouais, sera posé. Et peut-être je une pense question. que la Lune soit des endroits viables. Donc, il faut vraiment quitter le système solaire. Quitter le système solaire, c'est 1800 ans de voyage, pour l'instant. On n'est pas encore tout à fait, on n'est pas encore tout à fait prêt pour cela aujourd'hui. Dans le principe papillon des étoiles, c'est que la génération qui fait décoller la fusée, elle meurt dans la fusée, enfin dans le vaisseau spatial, et elle va donner des enfants qui vont eux-mêmes donner des enfants. Il va y avoir plusieurs générations qui vont se succéder.
à partir de là, s'il y a pas si le fait de savoir que la dernière génération va arriver ailleurs, ça nous suffit, ben c'est bien. En tout cas, c'est mon projet. Mon projet, c'est pas d'avoir un petit pavillon en banlieue, ni d'avoir une BMW, ni d'accumuler des fortunes. C'est de construire une communauté viable qui redémarre à zéro, une humanité sur d'autres valeurs. J'adore. Peut-être également, Bernard Werber, un point sur votre actualité. Donc, le cycle des chats va être bientôt disponible chez Exmo en russe. Et donc, les publics d'Asie centrale pourront se procurer votre dernier cycle des chats en version russophone. Donc, voilà pour un premier point concernant les ouvrages. Également, vous avez lancé il y a quelques mois le Cercle des fourmis. C'était un cercle de rencontres en ligne avec des acteurs de tout type pour parler de problèmes contemporains et de trouver des solutions ensemble. Voilà, et c'est aussi un moyen, des choses qu'on peut retrouver sur YouTube pour Oui, les oui. participants. Il y a même l'épisode 5 des trucs que j'avais fait en live. L'épisode 5 dans lequel les gens peuvent tenter de faire des régressions de la vie antérieure, et l'épisode 4 dans lequel ils peuvent faire des méditations. Donc, je propose des méditations guidées parce que moi, ça m'éclate. J'adore qu'on me le fasse. Donc, je propose aux autres gratuitement de faire ce qui m'amuse. Donc, il faut aller peut-être sur mon YouTube, je dois avoir un YouTube Bernard Werber, ou sur mon site bernardwerber.com. Quelle météo vous avez au Kazakhstan? Il fait très beau, mais un peu frais au niveau du vent. Et au niveau Covid, vous en êtes où? On est plutôt en zone rouge dans beaucoup de villes du Kazakhstan, donc avec des restrictions, quelques fermetures de lieux, mais on peut quand même sortir dans la rue, faire, voilà, Avec des donc, masques? avec des masques. Ah ouais. Et ça va, c'est pas trop dur? Ça va. Et pour vous, Bernard Werber, comment ça va en ce moment? Il me tarde de remonter sur scène pour faire des spectacles. C'est pour ça que donc le 30 avril, m'intéresse, je fais un spectacle avec un musicien. On va faire, ça on le trouve sur mon site ou sur mon Facebook, et on va faire 1 heure et demie de musique et d'hypnose guidée, méditation guidée. Et ça, c'est une manière de faire vivre un peu la communauté. Et surtout, le grand avantage d'Internet, c'est que donc, vous pouvez y participer même au Kazakhstan. Donc, si ça vous amuse, il faut aller voir sur mon Facebook. Peut-être vous pouvez transmettre. Oui, je suis je transmets en même temps les différentes. Ouais. Et le musicien est extraordinaire. Notamment, il arrive à faire des chants bulgares avec son saxophone. C'est-à-dire, il branche son saxophone sur un synthétiseur et il arrive à provoquer ça. Il est très impressionnant et très créatif. Et donc, il improvise. Et il s'appelle Geoffrey Seco. Et lui, il avait aussi un spectacle d'hypnose en musique. Et voilà, c'est la seule chose qui me fait sortir un peu. Mais sinon, j'écris. Là, je suis en train de terminer mon prochain roman qui devrait sortir le 30 septembre ou le 1er octobre 2021. Et là, mon éditrice m'a contacté pour me demander de couper partout. Donc, je vais devoir m'amputer des chapitres que je préfère. Quel serait le thème? Est-ce que vous pouvez nous donner en exclusivité le thème du prochain roman? Les Templiers. Les Templiers. Voilà. Et je peux vous dire que je découvre des tas de trucs extraordinaires là-dessus. Et on a l'impression que ce sujet a été déjà très traité, mais moi, je suis émerveillé de... Vous savez, quand on choisit un sujet, parfois, on n'a pas fait... Je fais pas la documentation avant, je la fais pendant. Et donc, j'écris, j'ai une petite intuition, puis je fais ma doc, je me dis, ça, c'est encore plus dingue que ce que je croyais. Et là, je découvre au fur et à mesure les choses. C'est pour ça que la curiosité, c'est aussi une source de joie. Et c'est pour ça que je vous disais, tant qu'on est curieux, on est vivant. Dès le moment où on s'en fout ou dès le moment où on croit tout savoir, ça veut dire qu'on a pris sa retraite. On peut reprendre sa retraite à 20 ans. Hein. J'en connais. Mais voilà. Et puis, on peut avoir l'esprit éveillé à tout âge. Mais je trouve que la période nous oblige, avec la crise du Covid, avec tout ce qui se passe, avec toutes ces crises, et en même temps, jamais on a vu autant de spiritualité, jamais on a vu autant de trucs. Il n'y a jamais eu autant de trucs bien et de trucs pas bien en même temps. Et autant de dangers et autant d'espoir. Et moi, je suis très heureux d'être né à cette époque. Et chaque fois que j'écoute les actualités le matin,
je suis ça comme un feuilleton, je me dis, waouh, c'est quand même passionnant. Enfin, c'est pas génial parce qu'il y a des trucs terribles qui se passent, mais c'est quand même passionnant ce qui se passe là. Et ce monde, rien que par sa diversité d'êtres humains, d'animaux, de faune, de flore, de décors, est vraiment génial. Et profitons-en, tant que c'est encore possible, tant qu'on n'a pas détruit la planète, tant qu'on est encore vivant. Parce qu'après, le Covid nous a fait prendre conscience, le fait d'aller au restaurant le matin, moi j'allais au café et je travaillais, c'est quand même génial. Et maintenant que je peux plus le faire, je vivement que la fin de Covid arrive et que je retrouve ce plaisir. Parfois, il faut être privé de quelque chose pour s'apercevoir que c'était chouette. Et voilà, là, on est privé de beaucoup de choses, donc on s'aperçoit que beaucoup de choses étaient très chouettes. Merci beaucoup, Bernard Werber. Merci à tous. Merci Jérémy, merci Alex. Au plaisir de vous rencontrer peut-être un jour au Kazakhstan. C'est un pays, je ne sais pas pourquoi, tout le temps, j'ai rencontré beaucoup de gens du Kazakhstan en France qui me parlent de mes livres. J'ai l'impression qu'il y a un rapport particulier de mes livres avec le Kazakhstan. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils lisent des auteurs français au Kazakhstan, mais en tout cas, j'en vois beaucoup. Les Coréens, les Russes et les gens du Kazakhstan sont très présents dans mon univers de lecteur. En tout cas, au plaisir de vous rencontrer, que ce soit au Kazakhstan à l'occasion d'un événement sur la littérature, sur vos romans, ou même à Paris. Un grand merci à tous les participants de nous avoir rejoints. Nous étions un peu plus d'une centaine aujourd'hui pour cette rencontre en ligne avec Bernard Werber. Merci aux partenaires, les ambassades de France en Ouzbékistan et au Kirghizistan, aux alliances françaises, Nur-Sultan qui co-organise ces événements avec l'ambassade, Almaty, Chimkent, Karaganda, Bishkek, mais également Tashkent, également à l'Institut français de Paris qui s'est associé à cette rencontre et à la rencontre de la semaine prochaine avec David Fuenquinos. Justement, nous nous retrouverons tous jeudi prochain à 18h30 cette fois, heure de Nur-Sultan, 17h30, heure de Tashkent et 14h30, heure de Paris, pour une rencontre avec un autre écrivain français très prolifique et réalisateur de films, un ami de Bernard Werber, David Fuenquinos. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Merci infiniment de votre temps et de votre spontanéité, de votre disponibilité, Bernard Werber. Ça a été un plaisir, un grand honneur. Merci Alex, merci Jérémy, et merci aux gens qui sont venus. J'espère que vous lirez beaucoup de livres français et que vous intéresserez à tout ce qui se produit dans le domaine romanesque, fantastique et de science-fiction aussi. Voilà. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.